Donc encore une fois, bienvenue à tous sur ce webinaire. Donc, comme vous le savez déjà, le thème de ce webinaire, c'était l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est un ami ou un ennemi du DAF? Donc évidemment, on va répondre à cette question avec Ludovic aujourd'hui. Donc juste pour me présenter, je suis Antonin, je suis chargé de projet en dématérialisation donc chez Deltic. Juste pour expliquer un peu à tout le monde, mon but c'est d'installer les logiciels qu'on est capable de vendre chez Deltic, de faire tout ce qui est l'installation, les formations des utilisateurs et évidemment après votre suivi au quotidien pour répondre à toutes vos questions et aussi pour améliorer éventuellement vos logiciels. Et avec moi, j'ai Ludovic. Enchanté. Donc, du coup, Ludovic, alors moi, pour vous expliquer un petit peu mon rôle, en fait, je suis business développeur chez Deltic et je vais m'occuper en fait de toute la partie avant Antonin. C'est-à-dire que moi, je vais être là en fait quand il y a un besoin en termes de dématérialisation, d'amélioration de process. Et ben, mon rôle, ça va être de vous accompagner, de voir avec vous vos besoins, comment on va pouvoir effectivement y répondre et avec quelles solutions. Donc, en fait, je vais vraiment vous accompagner tout au long de cette partie-là pour trouver la solution qui va vous permettre de simplifier, de répondre à tous ces besoins. Alors, je vois qu'Angélique ne nous entend pas. Est-ce que le problème a été résolu ou pas du coup? J'ai l'impression. On va voir. Le son. Le son. Ouais. Donc ça a l'air de marcher. Ouais, ça a l'air de marcher pour les autres. Donc du coup, pour vous présenter un petit peu quand même Deltic, donc pour vous expliquer en fait Deltic, nous on est effectivement pure player en ce qui concerne effectivement la dématérialisation et l'amélioration de process. Donc on est basé à La Rochelle, d'où le soleil que vous pouvez voir un peu sur ma droite. On a plutôt un beau temps aujourd'hui. Et en fait, on a un leitmotiv assez simple. On va être là pour rendre simple le complexe. C'est-à-dire qu'en fait, notre volonté, c'est de devenir votre partenaire vraiment privilégié dans cette mise en place de solutions de dématérialisation et d'amélioration de process. Et on va vous accompagner effectivement du début à la fin sur toute cette partie-là, avec un devoir de conseil effectivement sur ce qui va être possible de faire, comment faire et ce qui va être le plus efficient pour vous. Donc on travaille actuellement en fait dans toute la France. Ça a été, si on peut dire, le bon côté entre guillemets de la crise sanitaire, c'est que ça a démocratisé le télétravail, les conférences Zoom, Teams, etc. Et donc ça nous permet effectivement de pouvoir travailler maintenant dans toute la France via effectivement ces outils de télétravail. Donc, pour remettre un peu tout ça en contexte, en fait, pour rappel, la dématérialisation de factures, elle va devenir effectivement progressivement obligatoire pour toutes les entreprises de 2024 à 2026. En fait, c'est la loi de finances 2020. Et le but de cette obligation, au départ, était d'automatiser effectivement le dépôt de toutes les factures vers une plateforme centralisée de l'État. L'objectif principal étant en fait de lutter contre la fraude à la TVA. Donc ça, vous avez effectivement là sur la slide la tête de Mathieu, notre fondateur, et d'Alexandre, qui avait réalisé un webinaire de 30 minutes en fait sur les obligations de cette facturation électronique. Donc vous pouvez consulter le replay sur notre site Deltic, où ils expliquaient effectivement les obligations, cette thématique, et quelque part aussi ce que ça allait pouvoir apporter aux entreprises. En plus effectivement de permettre à l'État de lutter contre la fraude à la TVA. En fait, plus que de la dématérialisation de documents, en fait, le réel changement, c'est surtout la contribution de l'intelligence artificielle dans le traitement de tous vos flux de documents. Alors, fournisseurs pour cette partie-là, parce que là, c'est sur ce point-là, effectivement, qu'on va s'attarder aujourd'hui. Avant de commencer, déjà, je vais laisser Antonin en fait, vous expliquer ce qu'est vraiment l'intelligence artificielle et en quoi elle va pouvoir vous accompagner dans la gestion de ces flux documentaires. Oui, exactement, parce qu'avant d'aborder un sujet, on pourrait dire assez complexe, il vaut mieux qu'on soit tous d'accord sur qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle. Donc pour essayer de rendre ça le plus simple possible, l'intelligence artificielle, on peut dire que c'est une machine ou un robot qui a pour but de réaliser des tâches ou des missions. Ces tâches ou ces missions, c'est évidemment quelque chose qu'un humain pourrait faire. Pour tout de suite vous rassurer, l'intelligence artificielle, le grand mot, on va dire, c'est pas opérationnel pour notre quotidien. Il faut bien différencier en fait la partie intelligence artificielle de la partie machine learning, qui est plutôt un procédé qui intègre une petite partie d'intelligence.
Le machine learning, c'est un apprentissage automatique où on va chercher à donner des données en fait, à un logiciel ou à un robot, évidemment, pour que ces données-là en fait, servent d'expérience à la machine. Donc, en gros, plus on donne de données, plus la machine apprend et donc plus elle est performante. Dans notre quotidien, aujourd'hui, le machine learning, il apparaît déjà dans pas mal d'exemples. Les plus quotidiens qu'on va avoir, ça va être dans notre boîte mail, avec la gestion des spams et des courriers indésirables. Donc, tous ces déplacements-là, en fait, quand vous dites directement que c'est un document spam, vous apprenez à votre logiciel de gestion d'email que les emails provenant de telle adresse sont en spam. Évidemment, quand votre fournisseur d'accès met automatiquement un email en spam, c'est le même principe. Ils ont défini des règles, ils ont permis à leurs outils d'apprendre aussi que certaines données n'étaient pas bonnes. D'autres exemples un peu moins quotidiens, mais que vous pouvez connaître, c'est la traduction automatique. Donc, vous savez, les petites applications qu'on peut avoir sur nos téléphones. Ça, c'est effectivement du machine learning. On a appris toutes les langues à ces machines-là et elles sont capables de faire les liens, de connaître les correspondances des phrases pour pas non plus faire forcément de la traduction mot à mot, mais des choses qui ont du sens. On a aussi la reconnaissance vocale avec Siri pour ceux qui ont un iPhone ou des choses comme ça. Et évidemment, de la rédaction de texte. Il n'y a pas très longtemps, on a fait une conférence avec Stéphane Mallard sur l'intelligence artificielle, justement. Et il nous expliquait qu'il avait essayé un logiciel, en fait, dans lequel il avait renseigné tous les textes que lui, il avait écrits. Et ça a été capable de lui sortir un livre complet avec son propre style d'écriture. Et on peut le croire, il semblait être vraiment bluffé par la machine en fait, qui a été capable de sortir toutes ces informations. D'autres exemples, alors qu'on voit un peu moins au quotidien, mais qui commencent à arriver sur le marché, on va dire, c'est les voitures autonomes. Les voitures autonomes, tout simplement, comment ça fonctionne? On leur a donné le code de la route à apprendre. Et grâce à ça, dès qu'elles voient un panneau, dès qu'elles voient des marques sur la route, ils sont capables de l'interpréter et d'en faire du coup des actions pour bien réagir, justement. Et le dernier petit exemple, alors qui est vraiment inutile dans notre quotidien, mais vous verrez que ça a son sens après. C'est mon préféré, moi, perso. Ouais, c'est le Où est Charlie que vous voyez sur la gauche de la présentation. Donc, tout simplement, il y a une agence qui a créé un algorithme qui permet de retrouver Charlie en 2 secondes. Donc, comment ça a fonctionné? Ils ont créé une banque d'images de Où est Charlie et ils ont dit à chaque fois où était le fameux personnage. Et du coup, le logiciel maintenant est capable de retrouver Charlie en 2 secondes. Donc, on le verra après. Nous, on est tous capables de le retrouver, Charlie, mais la machine le fait peut-être un peu plus vite que nous. Pas passer la slide. Voilà. Je te laisse enchaîner du coup sur la facturation fournisseur. Donc pour vous expliquer un peu en fait comment voilà, l'IA au machine learning maintenant du coup va pouvoir vous accompagner sur ces tâches-là, donc sur le traitement en gros de vos factures fournisseurs, on va présenter ça de 2 façons. On va d'abord faire un point en gros sur des process assez simples mais de gestion de factures fournisseurs sans IA. Et du coup derrière, on va refaire quelque part ce même mode de fonctionnement, mais avec l'IA et voir potentiellement les bénéfices que vous allez pouvoir tirer de l'implémentation de l'IA effectivement dans ces process. Donc si on doit reprendre en fait le traitement des factures fournisseurs sans IA, alors là c'est schématisé de manière assez simple, ça reste le mode de fonctionnement assez classique. Tout commence en fait par la réception effectivement de tous ces documents fournisseurs, des factures. Alors ça c'est toujours pareil, suivant les entreprises et comment on fonctionne, mais on va toujours les recevoir via différents canaux. Vous allez en recevoir par mail. Alors, il y en a certains pour qui, effectivement, c'est des boîtes mail entre guillemets dédiées, où tous les fournisseurs les envoient dans cette boîte mail-là, et du coup, ça permet de les récupérer de manière quand même assez simple. Il va quand même falloir, après les extraire, soit les imprimer pour pouvoir les traiter derrière. Il y a tout ce qui est disponible sur les espaces clients, qui sont
aussi ergonomique qu'on peut l'imaginer. On a tous la même chose chez nous quand on a besoin de télécharger une facture sur un espace EDF. Donc il y a toute cette facture-là aussi qu'il va falloir prendre le temps d'aller télécharger et récupérer. Après, il y a les factures papier, ça malheureusement pour l'instant en tout cas, il y en a toujours qui arrivent, donc effectivement il faut les récupérer. Ça n'arrive pas forcément toujours au bon service, ni au bon endroit. Donc, voilà, il y a toute cette partie de récupération de ces factures. Et après, il y en a encore des fois où ça arrive parfait. Ça c'est anecdotique, ça fait toujours sourire, mais ça existe encore malgré tout. Donc voilà, donc une fois qu'on a réceptionné en fait toutes ces factures, et ça c'est quelque chose qu'on fait manuellement, même si une partie arrive par mail, c'est des choses qu'on va devoir traiter manuellement, on va arriver à la saisie. Donc là effectivement, ça va être récupérer toutes les infos effectivement sur cette facture-là pour aller la rentrer dans le logiciel comptable. Et donc ça c'est une tâche qui à l'heure actuelle, sans IA, est faite manuellement. Concrètement, vous avez la comptable ou la personne en charge de ça qui va avoir la pile de factures sur sa boîte et qui va aller saisir manuellement toutes ces données dans ce logiciel effectivement de comptable. Après, ces documents peuvent partir en validation, et là c'est toujours pareil, quand on est sur des formats papier et sans IA, c'est cette personne-là qui va se dire, voilà, telle facture est pour telle personne. Alors il y a des fois, c'est noté sur la facture, c'est assez simple, mais du coup, il va falloir l'envoyer en validation. Quand c'est dans le même bâtiment, effectivement, c'est assez simple. On va prendre un parapheur et qu'on va envoyer de service en service, ou alors on va les mettre dans des panettes, mais c'est toujours pareil. Vous pouvez avoir des pertes de documents, des documents qui vont mettre du temps à revenir parce que la personne n'aura peut-être tout simplement pas vu qu'elle avait ces documents-là sur son bureau à valider. Donc, voilà, c'est des tâches assez fastidieuses et il y a même des entreprises où techniquement les documents doivent partir en validation, mais sur d'autres entités ou d'autres bâtiments. Et on a eu des cas où techniquement ils payaient un transporteur pour pouvoir faire transiter ces documents. On a un certain volume de documents. Une fois qu'on a réussi, tant bien que mal, à récupérer entre guillemets tous ces documents et qu'on a pu effectivement les intégrer, après il y a la partie paiement. Donc ça c'est pareil, ça va être au format papier, donc il va falloir après les récupérer pour que la comptable puisse déclencher les ordres de virement, faire les paiements avec les documents papier qu'elle aura récupérés ou pas. Techniquement, c'est un peu ça aussi le problème. Et après il y a l'archivage. Et là l'archivage c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire que concrètement si moi demain je prends mes factures et que je vais les classer dans mes archives, dans mes classeurs derrière, soit derrière mon bureau, soit dans des salles d'archives, et que demain je te dis à Antonin, tu peux aller me chercher telle facture, il est possible qu'il y passe beaucoup plus de temps que moi, parce que concrètement, il n'aura pas ma logique à moi, il n'aura pas classé de la même façon que moi. Et donc il y a aussi cette partie-là, c'est qu'on a tous notre propre logique, notre propre mode de fonctionnement. Et ça c'est pareil, sans IA, ça peut être des choses qui peuvent effectivement faire perdre du temps, concrètement. Donc du coup, par rapport à tout ça, si on devait vous poser la question, à votre avis, combien de temps va vous prendre le traitement d'une facture sans IA en moyenne? C'est-à-dire que combien de temps vous allez passer à traiter une facture? Donc là, vous avez le petit bouton pour pouvoir répondre au sondage sur l'écran. Je vous laisse 2 petites minutes, parce que je serais curieux d'avoir vos avis quand même. En attendant, s'il y a des questions, n'hésitez pas évidemment à utiliser le chat de la même manière. Alors, 15 minutes. Vraiment, c'est 15 minutes. 5 minutes. Je regarde un peu les réponses de tout le monde. 30 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Effectivement, Alima, tout dépend de la facture. C'est vrai qu'une facture EDF, on va y passer moins de temps qu'une facture peut-être avec des produits, des références, peut-être de notre fournisseur le plus important sur lequel on a 30 pages de facture. Ça, c'est sûr. En fait, c'est ça. C'est une moyenne faite sur le traitement de tous les documents. Et quand on parle en fait du traitement, c'est pas pour aussi cette partie-là, c'est pas uniquement cette question-là, c'est pas uniquement sur la partie en fait saisie comptable. Ça va être le temps de traitement en fait de sa réception, c'est-à-dire du fait d'aller récupérer la facture, par exemple. Alors, si c'est par mail ou par courrier, on peut se dire que ça ne prend pas longtemps, mais ça va être vraiment de la récupération de cette facture jusqu'à l'archivage et au classement de la facture, pas uniquement sur la partie saisie. Parce que, comme le dit Antonin, techniquement, une facture EDF à saisir, ce n'est pas celle qui va vous prendre le plus de temps. Mais ça va être sur le process en entier, concrètement. Et puis, il y a beaucoup d'entreprises aussi
où le DAF est autonome pour valider le paiement de sa facture. Et il faut garder aussi à l'esprit que sur certaines factures, on attend quand même la validation de la personne qui a commandé, et donc c'est ce qui peut permettre de rallonger le temps. Et donc techniquement, la réponse, et en fait, c'est 45 minutes concrètement. C'est-à-dire que sans IA, si on doit reprendre un peu les inconvénients de la gestion de ces documents sans machine learning, vous avez effectivement déjà une faible valeur ajoutée, parce que concrètement, vous allez passer du temps à faire des actions qui ne vont pas vous rapporter grand-chose. C'est-à-dire que, on prend des exemples tout bêtes, on est passé 15 minutes. Vous pouvez passer 15 minutes en fait à aller récupérer une facture sur l'espace EDF. Alors j'exagère, mais pour le faire à titre personnel, on sait qu'il y a des espaces clients, donc clairement il y a des fois c'est compliqué. Mais voilà, ça c'est du temps que vous allez passer qui concrètement ne vous apporte rien sur cette tâche-là. Les circuits de validation, effectivement, ce n'est pas des choses qui sont entre guillemets automatisées. On va passer du temps à aller récupérer des documents. Alors pas la majorité, parce que bien souvent ça se passe bien, mais les quelques documents qui vont être perdus, ou qui ne seront pas revenus en validation parce que tout simplement le valideur ne l'aura pas vu, tout ça, ça va représenter une perte de temps qui est estimée en fait à peu près à 45 minutes par facture. Donc, en plus de cette faible valeur ajoutée, il y a effectivement la perte de temps, et après il y a la source d'erreur, parce que concrètement, on reste des êtres humains, tout autant qu'on est, aussi meilleur qu'on soit, on n'est pas infaillible, et donc il y a des fois, comme je vous disais, un valideur peut très bien tout simplement ne pas voir son document dans la banette ou dans le paraphore, ne pas y penser, ou avoir d'autres tâches à faire, et du coup, effectivement, il ne va pas se dire est-ce qu'aujourd'hui j'ai des choses à valider, et du coup, ça va prendre du retard. Donc voilà, il y a aussi toute cette partie de source d'erreur, même au titre de l'archivage. Que concrètement, je peux classer un document, et ce jour-là, j'en avais beaucoup à classer. Malheureusement, je me trompe, je le classe mal, et le jour où j'ai demandé à Antonin, ou même moi, je vais devoir aller le chercher derrière, en fait, au lieu de me prendre 2 minutes, ça va peut-être m'en prendre 15, tout simplement. Parce qu'on n'est pas infaillible. Voilà, donc pour répondre un peu à toutes ces problématiques, on va chercher à optimiser ça avec de l'intelligence artificielle. Donc, juste pour prévenir un peu tout le monde, là on se concentre évidemment sur la facture fournisseur, parce que c'est le cas où l'intelligence artificielle intervient le plus, mais il y en a aussi une partie sur la gestion de vos factures clients. Ça, cette partie-là, on le détaillera dans un autre webinaire, parce qu'on pense que ça a du sens de séparer les deux, puisqu'effectivement, oui, on a de l'intelligence artificielle, mais elle n'intervient pas de la même manière. Donc, si ça vous intéresse, restez informés, et vous verrez qu'on aura d'autres webinaires sur le sujet. Donc, on va reprendre le process que Ludo vient de détailler, et on va le prendre étape par étape et voir en fait les ajouts qu'on peut faire au niveau de l'intelligence artificielle, et pour être plus précis au niveau du machine learning, parce que vous l'avez compris tout à l'heure, l'intelligence artificielle au sens très large, ça ne veut pas dire grand-chose, et c'est surtout pas au point comme on voudrait que ce soit. Mais le machine learning, comme c'est un procédé qui fonctionne très bien, ça, on est capable de l'intégrer, et c'est déjà intégré dans une grande partie des logiciels qu'on est capable d'installer aujourd'hui. Et donc, la première étape, c'était la réception. Aujourd'hui, la réception de vos factures, quand c'est par email, les logiciels sont capables d'aller récupérer ces factures directement dans vos emails, récupérer les pièces jointes. Donc ça, le procédé de récupérer la pièce jointe, ça fait partie du machine learning, parce qu'on peut mettre en place des règles un peu comme on l'a fait pour les spams, mais des règles plutôt pas pour dire que c'est indésirable, mais pour dire que c'est une facture qu'on doit transférer dans notre logiciel. Donc ça, c'est un procédé de machine learning. On a aussi toutes les plateformes de vos fournisseurs. Vous voyez Orange, Bouygues, ça peut être EDF, ça peut être la SNCF. Tout ça, toutes ces plateformes-là, aujourd'hui, elles sont connectables souvent à des logiciels. Les meilleurs logiciels qui gèrent les factures fournisseurs ont aujourd'hui des connecteurs qui permettent d'aller chercher ces factures. Ça se met au point tranquillement et ça fonctionne petit à petit. On a évidemment la plateforme Chorus. Alors aujourd'hui, pour toutes les collectivités, elles ont déjà la possibilité de récupérer les factures que vous leur avez envoyées sur Chorus, mais demain, vous aurez vous aussi la possibilité de connecter vos logiciels à Chorus, un peu comme une plateforme fournisseur comme on l'a vu avant, mais c'est ce qui rentre dans le cadre de la loi 2020 qui va s'appliquer en 2024.
Donc, on parle de chorus par réflexe, ça portera peut-être un autre nom, on ne sait pas exactement. Mais voilà, vous voyez l'enjeu qu'il y a derrière. Et je n'ai pas parlé de la partie courrier, mais la partie courrier que vous allez récupérer le papier, que vous allez chercher à dématérialiser de votre côté, vous allez les scanner. Et aujourd'hui, tous les scans font de la gestion par email, par exemple. Et donc, on est évidemment capable d'intégrer sur cette partie-là les différentes étapes du machine learning. Donc, sur cette partie-là, effectivement, je vois ce que Frédéric dit, que les connecteurs ne sont pas encore 100% fiables et qu'il y a des fois, il y a des renforcements de sécurité d'accès aux espaces de stockage. Alors, il est clair que, effectivement, les connecteurs sur les espaces, effectivement, de vos comptes clients. Alors, comme le dit Antonin, effectivement, c'est des choses qui fonctionnent parce qu'en fait, c'est tout simplement pour schématiser, leur donner un identifiant, un mot de passe, ils vont se connecter à votre place. Ils vont aller tout simplement vérifier s'il y a des nouveaux documents qui ont été déposés et s'il y a des nouvelles factures, en fait, ils vont les télécharger techniquement à votre place. Après, le fait est, c'est pas forcément qu'ils ne sont pas 100% fiables, c'est que ces espaces clients-là, typiquement Orange, Bouygues ou quoi que ce soit, de temps en temps, eux, vont changer, en fait, techniquement, l'architecture de leur espace client ou les règles, des choses comme ça, qui font qu'effectivement, derrière, ces connecteurs demandent à être mis à jour tout simplement pour pouvoir répondre aux nouvelles règles en fait, de l'espace client. Donc, c'est pas tant qu'ils ne sont pas fiables, c'est qu'effectivement, à l'heure actuelle, il y a encore des fois où effectivement, il y a des mises à jour et des correctifs qui peuvent être faits, parce que tout simplement, c'est votre fournisseur qui aura changé les règles d'accès à son site ou la façon dont les factures sont stockées. Donc, ça va plus être sur cette partie-là. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, le machine learning et l'IA, après, même si ça reste plus du machine learning, de toute façon, il est là pour vraiment simplifier au maximum les tâches, mais il ne va pas non plus forcément tout faire à votre place. C'est-à-dire que là, comme le dit Antonin, ça va vous permettre de récupérer automatiquement les factures dans les mails, d'aller les récupérer sur la majorité, effectivement, de ces espaces clients. Donc, en fait, le but du jeu, c'est de simplifier et de vous faire gagner du temps sur la plupart des tâches qui aujourd'hui sont chronophages mais n'ont pas de valeur ajoutée. C'est-à-dire que concrètement, aller dans sa boîte mail pour aller cliquer sur télécharger toutes les factures une par une, effectivement, il faut les récupérer, c'est important. On n'a pas le choix. Par contre, que ça, on soit obligé de le faire manuellement, à aucun moment, ça va vous apporter un plus. Et donc, c'est là où réellement ça va avoir de l'impact, c'est sur toutes ces tâches-là. Et donc, sur la réception des factures, alors effectivement, on va tout gérer, mais sur 80% de vos factures, en fait, ça va les récupérer automatiquement. Ensuite, vous avez l'étape d'indexation. Un logiciel qui est dans un document qui est dans un logiciel de dématérialisation. On va vouloir ensuite le ranger, évidemment, parce que sinon, ça n'a pas trop de sens. Les logiciels qui fonctionnent avec du machine learning aujourd'hui ne fonctionnent pas par une arborescence comme on peut l'avoir sur un ordinateur ou sur un serveur, mais on va fonctionner par indexation. C'est-à-dire que sur ces documents-là, on va y renseigner des mots-clés. Là, comment intervient l'intelligence artificielle? C'est exactement, et là c'est l'exemple type du machine learning, c'est que nous, en tant qu'humains, on va renseigner les informations sur les documents, les premières informations, les informations les plus communes. Et tout simplement, à force de renseigner nous-mêmes les informations, le logiciel apprend et est capable après, dès qu'il voit le format de la facture, de vous donner automatiquement les données qui vont correspondre. Voilà. Ensuite, on va jouer sur l'imputation comptable. Et l'imputation comptable, c'est le même principe que l'indexation, puisqu'au final, quand on comptabilise un document, on y renseigne aussi des informations qu'on peut qualifier d'index au final. Donc, c'est là où on va renseigner tout ce qui est compte, tout ce qui est analytique, évidemment. Il faut garder à l'esprit que tous les logiciels aujourd'hui qui proposent de faire des connecteurs entre le stockage du document et votre outil de comptabilité ont globalement les mêmes fonctionnalités que votre outil comptable. C'est évidemment pour vous permettre d'avoir un suivi et surtout de faire un export qui correspond à ce que vous voulez dans votre comptabilité. Ensuite, on va jouer sur la validation. Là, la validation, c'est l'utilisation de différentes règles. Donc, ces règles-là, ça correspond au machine learning aussi, puisqu'on va dire à un document, grâce à ses caractéristiques, elle va suivre un chemin ou un autre. Et cette validation-là, elle est pratique parce que en fonction du montant, ça va aller vers une personne ou vers une autre.
Si on choisit nous-mêmes le nom de la personne, ça ira chez une personne en particulier. On peut évidemment être capable de valider des factures par un jeu de tampons assez simple, comme on le ferait au niveau d'un papier avec une paraphe, ou en demandant une action comme la liaison d'un bon de commande ou d'un bon de livraison, pour valider le fait que notre facture, elle est légitime. Et il y a aussi, ce qui rentre en jeu dans ces outils-là, la capacité de faire une validation à distance. On en parlait avec un client il n'y a pas très longtemps, qui était content de pouvoir valider ses factures en déplacement quand il était sur le quai de la gare, par exemple. Et ensuite, l'étape peut-être la moins sympa à faire, c'est le paiement. C'est ce que je trouve le plus désagréable. Mais après, on est obligé. Il n'y a pas grand monde qui est ça. Après, quand le travail est bien fait, on n'est pas mécontent de payer non plus. Mais là, on va pouvoir apprendre en fait aux outils, par exemple, à générer un ordre de virement, ce qui peut permettre de gagner un temps incroyable sur vos paiements. Ça peut être tout simplement aussi faire un listing des documents qui sont en attente de paiement et de vous permettre de suivre correctement toutes ces étapes-là et comme ça de ne pas être perdu et de ne pas oublier les documents en attente. On va aussi avoir pendant tout le long de ce process toutes les étapes de suivi, c'est-à-dire qu'à tout moment, on sait où se trouve le document, s'il est en attente de validation, s'il vient juste d'être réceptionné et qui du coup il n'est pas indexé, et ou s'il est en attente de paiement. Et la dernière étape, c'est l'archivage. Et donc, comme Ludovic disait tout à l'heure, quand un document est archivé dans un outil qui intègre de l'intelligence artificielle, du machine learning, et ben, ça permet de le retrouver, peu importe la logique de chacun. Je te laisse dire si tu as des choses à rajouter là-dessus. Ouais, l'archivage, oui, très clairement, c'est ce qu'il faut dire. C'est que concrètement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais quand on classe des documents, personne n'a la même logique. Et là, en fait, la question se pose pas. C'est-à-dire que vous allez classer et archiver en fait, vos documents. Et concrètement, quand vous allez classer votre document, vous allez classer via des critères que le machine learning va les remplir. Et ça veut dire que concrètement, si moi je range, effectivement, j'indexe un document et que je demande à un stagiaire qui est arrivé le matin d'aller le rechercher, en fait, même s'il n'a pas les mêmes critères de recherche, il n'a pas la même logique que moi, lui va simplement remplir les infos qui, pour lui, lui semblent logiques. Et le machine learning, en fonction de ça, va les récupérer automatiquement et sortir automatiquement ce document-là. Et donc, c'est sur cette partie-là aussi, en fait, on va gagner énormément de temps, c'est qu'il n'y a plus la question de comment ça a été rangé, est-ce qu'il y a de l'arborescence comme dans un PC sous Windows, on va se dire voilà, c'est dans tel dossier, dans tel dossier. Non, là, on va simplement rentrer en fait les valeurs qui pour nous nous semblent cohérentes et le machine learning va aller vous ressortir derrière le document en question. Juste pour répondre à la petite interrogation de Mathieu dans le chat, parler d'IA, c'est un peu de l'abus de langage parce qu'on propose de la RADLAD. Alors, il faut comprendre que la RADLAD, c'est ce qui permet de lire des éléments dans un document. Mais pour pouvoir faire de la LADRAD, il faut qu'avant, il y ait eu du machine learning pour permettre en fait la retranscription des mots de la facture en mots informatiques. Et donc, il y a quand même des étapes. Et surtout, après la RADLAD, il faut encore que le machine learning intervienne. Mais effectivement, des fois, on utilise le sens IA un peu trop abusif. Et donc, du coup, par rapport à ça, si on doit se dire que on prend la gestion des documents effectivement sans IA et qu'on reprend après ce même process en fait avec de l'IA, à votre avis, à combien on estime le gain de temps quand effectivement on gère après ces documents avec de l'IA? Est-ce que c'est 5%, 10%, 30%, 45%? Alors, 45% pour Christophe, 30% pour Virginie. 30 aussi, 30. Adèle disait dans le chat que la RADLAD, c'était pas effectivement adapté à la partie fournisseur. C'est vrai aussi. On a plus tendance à utiliser de la LADRAD sur la partie client. Donc, ce qu'on détaillera évidemment dans le prochain webinaire. Mais effectivement, au niveau fournisseur, comme c'est nous qui donnons en fait les informations de la facture, on est plus sur l'intelligence et du machine learning. Merci Christophe, ça fait chaud au cœur. J'aime beaucoup cette réponse. Et alors donc du coup, la réponse, si on doit refaire effectivement un point, c'est 30%. Alors j'aurais adoré mettre 45 Christophe, mais effectivement, en fait, il a été estimé que c'était 30% de gain de temps.
Donc en fait, les principaux avantages de traiter effectivement cette partie de document-là, de l'IA ou de machine learning, c'est qu'effectivement l'IA, ça reste un peu de l'abus de langage dans tous les cas, mais effectivement, vous allez gagner 30% de temps par rapport au point qu'on a évoqué. C'est-à-dire sur la partie en fait récupération de vos documents. Ouais, moi aussi, énormément. Mais voilà, on va gagner du temps sur la partie effectivement récupération des documents. Sur la partie saisie, parce qu'en fait, effectivement, le machine learning va mémoriser ce que vous avez l'habitude de saisir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va le faire pour vous, il va simplement vous proposer ce que vous avez l'habitude de saisir et à vous après de le valider. Mais vous n'avez plus cette partie de saisie. Vous allez aussi avoir la partie workflow qui va être beaucoup plus simple à gérer, parce que techniquement, voilà, les documents, ce que vous allez avoir valider, ça va se faire de manière informatique. C'est une machine learning, comme disait Antonin tout à l'heure, qui va dire voilà, tel document, voilà, telle personne, etc. Ça va permettre de gérer techniquement aussi, par exemple, des relances. Si effectivement les valideurs n'ont pas vu pourquoi effectivement voilà, il y a un document, ça va permettre de relancer toute cette partie-là. En plus de ce gain de temps, après, il y a toute la partie en fait sécurisation des données. Concrètement, on va parler de factures fournisseurs. Et donc, du coup, sur toute cette partie-là, il y a une sécurisation des données sur des data centers. Là, où, effectivement, voilà, le document va être archivé, qui va vous permettre de stocker ces données vraiment en sécurité avec des règles bien définies, parce qu'effectivement, on parle de documents fournisseurs. Et vous avez la partie, en fait, sérénité, parce que concrètement, quand on stocke les documents sur site, c'est malheureux, mais on n'est pas à l'abri d'un dégât des eaux, d'un incendie ou quoi que ce soit, ce qui peut être extrêmement problématique pour la vie d'une entreprise. Et là, concrètement, cette partie-là, les data centers, avec les règles auxquelles ils sont confrontés, les obligations qu'ils ont, vous permettent d'avoir une sérénité sur le stockage et l'archivage en fait, de vos documents. Exactement. Tu as un truc à rajouter? Non, pas du tout. Je te laisse continuer. Impeccable. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire de ces 30% de temps gagné? Alors, si vous me posez la question à moi, très clairement, je vous avouerai que je partirai en vacances. Mais ce n'est pas forcément faisable. Non, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le machine learning ne va supprimer que des tâches à faible valeur ajoutée en fait, dans vos processus. Et ça va permettre aux DAF, comptables ou users de se concentrer sur l'essentiel et effectivement d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse derrière. Donc, concrètement, vous êtes, comme c'est noté là, vous êtes le superviseur de l'IA. Ça va vous permettre de gagner ces 30% de temps pour pouvoir après aller faire de l'analyse, de l'analyse stratégique, du conseil et développement, d'autres tâches qui, quelque part, sont les tâches pour lesquelles vous êtes là, entre guillemets, et pas pour faire de la saisie ou aller chercher des documents qui ne seraient pas revenus suite à l'envoi de validation. Et quand on dit superviseur de l'IA, on est encore loin, évidemment, du robot qui va être assis au bureau en train de saisir vos données comptables. Hein. On parle évidemment de logiciels que vous allez utiliser et que vous allez contrôler vous-même. Et pour faire le parallèle, en fait, on se rappelle tout à l'heure du jeu Où est Charlie. Le principe dans tout ça, c'est exactement l'exemple qu'on voulait donner. C'est que certes, on est capable, parce que c'est notre métier, de faire toute cette partie comptable, de suivre où est-ce qu'est le paiement de notre facture. Mais en fait, l'intelligence artificielle va nous permettre d'aller plus vite dans ces tâches-là et donc de traiter d'une différente manière, plus dans l'analyse plutôt que dans la saisie, le fait de rechercher. Pareil pour, on prenait l'exemple de la voiture autonome, mais dans un process, c'est la même chose. On donne des règles et comme ça, l'intelligence artificielle s'occupe de faire respecter ces règles. Petit instant question si vous en avez. Est-ce que l'IA va vous remplacer? Et bien concrètement, non, c'est justement c'est un peu le but de ce webinaire, c'est de vous expliquer que l'IA va être là, la machine learning va être là pour vous accompagner, pour simplifier effectivement voilà, toutes ces tâches, vous accompagner, mais à aucun moment, le but c'est de vous remplacer. Donc, concrètement, à aucun moment, on va remplacer les équipes par un gentil terminateur à côté qui va s'occuper de saisir et de traiter tous vos documents. Donc, il faut vraiment prendre ça comme un outil qui va vous permettre de vous accompagner et de gagner en productivité. Combien ça coûte? Alors, c'est toujours un peu compliqué. On ne peut pas vraiment répondre comme ça, en fait. Les coûts ne sont pas exorbitants de toute façon, mais c'est assez compliqué de répondre comme ça. Parce qu'il faut effectivement qu'on puisse, comme je vous le disais au début, voir avec vous quels sont vos process, ce que vous souhaitez simplifier, comment on peut vous accompagner. Donc, il y a plein de choses
à mettre en corrélation pour pouvoir après voilà, se dire telle solution va répondre, on va pouvoir résoudre tel problème et ça va correspondre effectivement à tel coût. Sachant que le but, et c'est là où aussi on a cet âge d'accompagnement, c'est que ça va être de trouver effectivement le moyen de répondre à vos besoins, mais que ce soit aussi plus efficient pour vous, en termes de gain de productivité et aussi en termes de coût, tout simplement. Voilà. Il y avait une question aussi qui disait, est-ce que les entreprises ont déjà testé ce fonctionnement et quels sont les retours? Alors oui, on peut dire que les entreprises ont testé parce que évidemment, sinon, on n'existerait pas. mais oui, quels sont les retours? Au global, évidemment, ils sont tous satisfaits parce que le gain de temps dont on parlait, dont Ludovic parlait tout à l'heure, le gain de temps, de sérénité, etc., tous le voient dès le début de l'utilisation. Évidemment, nous, on est là pour faire en sorte que cette satisfaction elle soit là dès le début, puisque c'est le but d'une installation. Et un logiciel qui fonctionne bien, c'est parce qu'une installation a été réussie. Mais je ne connais pas exactement les taux de satisfaction qu'on peut avoir, mais ils sont tous très bons. Et après, c'est pareil, est-ce que c'est adapté aux grosses boîtes? Ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que même nous, on va travailler avec des TPE, des PME et effectivement des grands groupes, parce qu'à chaque fois, le process est le même. En fait, on va effectivement voir ce que vous avez besoin de faire, à quel moment le machine learning et ces solutions-là vont pouvoir y répondre. Et donc après, on va catégoriser ça en fonction des tailles d'entreprise. On sait très bien qu'une TPE n'aura pas les mêmes besoins en termes de machine learning et même de process, sur la validation, etc., que pourrait l'avoir un grand groupe. Donc ça, après, c'est vraiment sur cette partie-là où en fait, on va vous accompagner. C'est sur en quoi le machine learning va simplifier vos process, vous aider à gagner en productivité, mais à aucun moment vous remplacer. Et quels sont nos éléments de différenciation par rapport à des solutions type Dex, Tresec ou Bank? Alors, généralement, on va parler de stockage sur ces solutions-là. Et surtout aussi, les logiciels que nous, on va intégrer chez Deltic, ça va être des logiciels qui vont permettre de répondre à plus de questions que simplement la gestion des factures, des réceptions, éventuellement des bons de commande et des bons de livraison, puisque chez Deltic, nos solutions permettent aussi de la gestion RH, de la gestion client, du fournisseur, des notes de frais. Enfin, c'est là où on va pouvoir se différencier, principalement. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le machine learning, effectivement, comme le dit Antonin, ça reste de l'apprentissage sur les tâches que vous allez effectuer. Donc, partant de ce principe-là, on peut techniquement lui demander de gérer et de faire beaucoup de choses. Alors, il y a des limites, très clairement, parce que comme nous disait Antonin au départ, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, donc ça reste de l'apprentissage, mais ça va nous permettre effectivement de mettre ça en relation avec plein de besoins, plein de types de documents et plein de choses, de façon à pouvoir vraiment répondre à plein de demandes et de domaines différents. C'est ça. Vous avez qu'il y a une question de Mathieu sur comment se calcule le prix à la licence, au giga, au module. Alors, en fait, la tarification, pour faire simple, se fait en termes de volume de documents. Donc, concrètement, ça va être le nombre de documents, le poids de vos documents sur une année. Sur giga. Voilà, au giga. Techniquement, c'est ça. C'est un volume à l'année, ça va être 1 giga 5, 3 giga, etc., en fonction du poids de vos documents. Et après, il y a une partie, effectivement, la partie d'Antonin, où ça va être effectivement une partie de prestation, de mise en place au départ, où effectivement, il y a cette partie, entre guillemets, d'accompagnement et d'audit sur vos process, sur ce qu'on va pouvoir faire et comment on va pouvoir y répondre. Après, lui, il y a toute la partie de l'installation et de paramétrage, pour que vraiment ça corresponde à vos besoins, et de la formation aussi derrière. Donc, en fait, souvent, c'est une partie de prestation au départ, un job, et après, c'est simplement au poids de documents gigaoctets que vous allez demander à stocker à l'année. C'est ça. Et puis aussi, en fonction des logiciels, on a certains logiciels qui peuvent aussi intervenir en licence, en nombre d'utilisateurs. Ça existe en fait, c'est propre à chaque logiciel. Évidemment, on a l'avantage de pouvoir proposer différents logiciels. Donc, évidemment, les petites entreprises, les petites TPE qui n'ont que 5 salariés, c'est évidemment jamais trop évident de faire un logiciel en licence. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci à tous
J'espère que ce webinaire aura répondu à une partie de vos questions. Et s'il y en a d'autres, surtout, vous n'hésitez pas, vous nous contactez ou vous nous demandez. On se fera un plaisir avec Antonin de répondre si vous avez